le Saint-Laurent est loin d'être un long fleuve tranquille. Plus particulièrement dans la partie formant le chenal laurentien qui débute aux environs de Tadoussac et qui s'étend vers l'est. Le fleuve Saint-Laurent s'élargit et acquiert rapidement une profondeur qui dépasse les 300 mètres. À cet endroit, le Saint-Laurent peut se découper en couches, dites strates, où l'on peut observer différents phénomènes pour lesquels se passionne Daniel Bourgault, professeur en océanographie physique à l'ISMER. Moi, j'ai une expertise sur les milieux côtiers. En océanographie, il y en a qui étudient le climat général, global de l'océan. Moi, je me spécialise vraiment à la plus petite échelle, dans les milieux côtiers, principalement l'estuaire du Saint-Laurent, le golfe du Saint-Laurent et le fjord du Saguenay. Mon dada un peu exotique qui vraiment me fascine, où j'en ai une réelle expertise, c'est sur un phénomène qu'on appelle les ondes internes dans notre jargon, ou qu'on pourrait appeler des vagues sous-marines. Donc ça, c'est pas bien connu, certainement pas du grand public, mais des vagues, il n'y en a pas qu'à la surface, il y en a aussi sous l'eau carrément. C'est ce qu'on appelle des vagues sous-marines. On ne les voit pas à l'œil nu réellement, il faut des appareils pour les détecter. Puis ça, ces vagues-là sous-marines existent parce que les milieux côtiers, comme le Saint-Laurent, sont dits stratifiés, c'est-à-dire que les propriétés de l'eau, de la salinité, de la température, est organisée en couches, avec une autre surface, les 20-30 premiers mètres, qui sont beaucoup moins salées parce que c'est l'eau douce du Saint-Laurent qui arrive, qui est douce, qui graduellement devient de plus en plus salée, mais qui demeure quand même assez peu salée par rapport à l'eau de fond. Puis à l'interface entre ces deux eaux-là, bien, il peut y avoir des vagues de très grande amplitude, un peu comme on trouve des vagues à l'interface entre l'océan et l'atmosphère. C'est deux fluides de densité différentes qui peuvent supporter donc à l'interface des vagues, pour les vagues de surface. Puis un peu la même chose sous l'eau. Donc ça, c'est très particulier. On ne comprend pas bien qu'est-ce qui génère ces vagues sous-marines-là, où elles vont. Elles peuvent déferler aussi, briser sous l'eau, créer à ce moment-là du mélange turbulent et homogénéiser les propriétés de l'eau. Elle transporte des éléments nutritifs aussi. Donc ça, c'est vraiment fascinant. Ça relève un peu plus de recherche fondamentale, je dirais, bien que il y a certaines applications, entre autres les vagues sous-marines. On a eu des témoignages de plongeurs sous-marins qui pensent avoir peut-être été pris dans ces mouvements-là verticaux associés à des vagues sous-marines. Donc on a commencé à s'y intéresser de ce côté-là. Il peut y avoir un impact aussi sur la navigation commerciale. On a eu aussi des témoignages de petits accidents de gros bateaux où la manœuvre a été difficile, possiblement dû par le passage de ces vagues-là sous-marines qui ne sont pas détectables et que le capitaine ne peut pas vraiment réaliser. Mais c'est des vagues très, très importantes qui transportent beaucoup d'énergie, suffisamment pour compromettre un peu la navigation commerciale, entre autres. Afin d'observer ces phénomènes physiques et de pouvoir recueillir les données essentielles au travail d'analyse scientifique, les recherches sur le terrain sont primordiales. Équipé de sondes spécialisées qu'il descend au plus profond du chenal laurentien pour établir des courbes de données très précises, Daniel peut démontrer la stratification des masses d'eau du fleuve et ainsi nous permettre de mieux comprendre leurs déplacements qui sont parfois contre-intuitifs. On aurait espéré sortir par une mer d'huile, mais c'est pas facile de trouver des belles journées. OK, je l'ai. C'est bon? Oui. OK, c'était des tabacs. Donc, on a vu un peu ici la grande structure là, des masses d'eau en trois grandes couches. Puis, l'océanographie physique, c'est d'essayer de comprendre les variations de température ou de salinité de ces couches-là. Mais l'océanographie physique aussi, c'est bien sûr comprendre les courants. La couche de surface, les premiers 20-30 mètres à peu près, s'écoule de façon assez intuitive, un peu comme une rivière. C'est une eau qui coule vers Laval, de l'amont vers Laval. Donc, les eaux qui viennent de Québec progressent graduellement jusqu'à Tadoussac, Rimouski, puis ils vont dans le Golfe, puis éventuellement dans l'Atlantique. Donc ça, c'est assez intuitif comme courantologie. Par contre, ce qui est moins bien connu peut-être, c'est que les eaux en dessous, les eaux de la couche intermédiaire froide et les eaux profondes, ce sont des eaux qui remontent vers l'amont, carrément. Donc ça, c'est dû à certaines propriétés de l'océanographie physique, qui a une sorte de succion qui est créée, qui font que les eaux salées, les plus salées du moins, remontent vers l'amont. Puis là, bien, ce qui se passe, c'est que dans le Saint-Laurent, la topographie du fond marin est caractérisée par une grande tranchée qu'on appelle le chenal laurentien. Et là, on est au camp du chenal laurentien ici, on est au large de Rimouski, on est d'environ peut-être 350 mètres d'eau.
On vient de faire une mesure avec la sonde. On est allé jusqu'à 320 mètres. On n'a peut-être pas atteint le fond tout à fait. Et donc, on est donc dans le cadre de cette tranchée qui traverse tout l'estuaire maritime, qui traverse le golfe du Saint-Laurent puis qui va éventuellement s'ouvrir dans l'Atlantique. Mais à l'autre extrémité de la tranchée, vers l'amont donc, cette tranchée arrête assez subitement en rencontrant une montagne sous-marine, si on peut dire, qu'on appelle aussi un seuil océanographique. C'est que, de façon abrupte, ce chenal, les profondeurs du chenal remontent très rapidement jusqu'à une vingtaine de mètres environ. Donc, on passe de 300 quelques mètres à 20 mètres en l'espace d'une dizaine ou une vingtaine de kilomètres. Donc, à l'échelle océanique, c'est un peu presque un mur. C'est ce qu'on appelle la tête du chenal laurentien. Et la tête du chenal laurentien, où le chenal laurentien commence, si on peut dire, ça coïncide autour de Tadoussac et de l'embouchure du Saguenay. Donc là, comme j'expliquais un peu plus tôt, les eaux intermédiaires et profondes remontent vers l'amont, donc vers Tadoussac, et éventuellement heurtent nécessairement ce mur qui est la tête du chenal laurentien. Et ces eaux-là vont être remontées, vont être poussées contre le mur et remontées à la surface. C'est ce qu'on va appeler un phénomène qu'on appelle de l'upwelling. Un mot anglais, là, mais qu'on utilise en français, ou si vous voulez, une remontée d'eau. Et donc de l'upwelling. Et cette remontée d'eau-là va apporter de l'eau très froide de la couche intermédiaire, qui est là en dessous de nous ici, à quelques dizaines de mètres sous nous, mais qui est poussée contre le seuil, qui va donc remonter. De façon générale, en océanographie, les zones de la planète où il y a de l'upwelling, de remontée d'eau froide, c'est des zones qui sont très productives. Productives au niveau de l'écosystème, au niveau, il y a beaucoup de phytoplancton, de zooplancton, de vie marine, de poissons, de mammifères marins. Donc ça, c'est de façon générale. Et pourquoi? C'est parce que les eaux plus profondes sont généralement riches en nutriments, en éléments nutritifs, et parce qu'il y a assez peu de consommation de ces éléments nutritifs-là en profondeur, parce qu'on est en dessous de la couche où la lumière peut pénétrer. La production primaire, principale, c'est le phytoplancton. Le phytoplancton, c'est une algue, et une algue a besoin de soleil. Donc, c'est dans les premières dizaines de mètres que cette vie-là phytoplanctonique existe. Et cette vie phytoplanctonique consomme les éléments nutritifs en surface. Par contre, en dessous, en plus en profondeur, il y a une forte concentration d'éléments nutritifs qui est assez peu consommée. Et lorsqu'on, par un mécanisme d'upwelling, de remontée d'eau, on amène ces éléments-là vers la surface ou près de la surface, dans les zones où il y a de la lumière, bien à ce moment-là, ça peut créer des blooms phytoplanctoniques. Donc, les régions de upwelling sont propices à des blooms phytoplanctoniques et à une vie riche au niveau de l'écosystème. Dans le Saint-Laurent, ça, c'est particulièrement vrai. C'est même un point chaud sur la planète. C'est une région très, très productive où il y a beaucoup d'apports d'éléments nutritifs parce que les courants, la marée est très forte dans le Saint-Laurent et donc l'upwelling est très fort et très intense. Donc, beaucoup de remontées de ces eaux-là froides et riches en nourriture, si on peut dire. Donc, l'espoir en début de journée, c'était de pouvoir se rendre jusqu'à près de Tadoussac, à ce qu'on appelle la tête du chenal laurentien, là, où il y a le fameux le mur, la montagne sous-marine contre laquelle les eaux se heurtent. Mais là, malheureusement, comme c'est souvent le cas d'ailleurs en mer, on a un petit bateau, c'est un tout petit bateau de recherche ici. Ça paraît peut-être pas beaucoup à l'écran, mais il y a quand même une bonne vague, puis c'est quand même laborieux de se rendre jusqu'à Tadoussac. Il y a encore une grande distance à faire. On aurait eu pour un bon 2 heures encore. Ça a beaucoup brassé. On est limité aussi. Ce soir, on doit revenir avant la noirceur. Donc, il y a tout un tas de contraintes qui fait qu'on a pris la décision de ne pas se rendre jusqu'à Tadoussac. Donc, malheureusement, on n'aura pas de profil de température sanité où j'aurais espéré sur le long du seuil. Mais le chenal laurentien, il y a sa finalité, le seuil à la fin, mais il y a aussi, c'est un chenal, de chaque côté, il y a des remontées importantes. Donc là, on s'est positionné près de la côte nord, sur le flanc du chenal laurentien. Donc le chenal laurentien, ici, au centre, a 300 mètres d'eau, 300 mètres de profondeur environ. Puis là, on est dans 100 mètres d'eau. Donc c'est la remontée du chenal, mais sur les flancs, sur les côtés, plutôt qu'à Tadoussac, qu'à la tête du chenal. Donc, il peut y avoir des processus semblables ici de remontée d'eau froide. Et donc, c'est ce qu'on va voir. On va prendre des mesures, puis on va essayer de voir si on a des choses intéressantes ici. Bon, ben, regarde les données là. OK. Tu vois, les eaux, elles sont beaucoup plus chaudes que la couche intermédiaire froide qu'on avait mesurée. Ouais. Tout donc, à l'heure, on ne la capture pas. OK. Donc, la couche intermédiaire froide ici, elle n'a pas encore remonté
le plateau, là, le petit talus ici. Non. Parce qu'on n'est pas vraiment à la bonne phase de la marée aussi. C'est un peu dommage, la météo, tout ça, ça fait qu'on ne peut pas être tout à fait au bon moment qu'on aurait voulu. Complètement. Mais c'est pas grave, par contre, on a des super belles données du système en 3 couches, là, Complètement. qu'on a pris à côté de la bouée. OK, ben dans ce cas-là... Ça sert à rien qu'on fasse d'autres profits, ça ne donnera rien. Il y a quand même une bonne vague, en effet, là, assez progressive en Tadoussac. On en a pour 2 ans. Puis on va être trop précipité après de revenir. OK. Donc, bon, un peu dommage, mais quand même une belle sortie. On retourne à la maison tranquillement. Oui, peut-être que le capitaine nous fait un beau chemin pittoresque, puis en route, on aura des belles choses. On se laisse l'option de refaire un CTD à un moment, si jamais on pense qu'il y a un intérêt à faire. D'accord. OK. Ça marche pour moi. Si la recherche fondamentale peut quelquefois paraître inaccessible, elle reste un moteur exceptionnel pour faire avancer les connaissances scientifiques. Oscillant parfois entre l'art et la philosophie, la recherche fondamentale trouve cependant souvent écho dans des sphères beaucoup plus appliquées des sciences naturelles. Pour Daniel Bourgault, la question reste pertinente et l'envie de comprendre les phénomènes qui nous entourent habite chaque moment de la démarche scientifique. C'est une très, très grande question, ça, qu'on se fait assez souvent poser, surtout quand on fait une recherche qui est un peu plus fondamentale. Un aspect de ma recherche est assez fondamental, puis c'est assez, on peut dire, comprendre pour comprendre, puis on se satisfait de ça. Peut-être un exemple que je peux prendre, je ne sais pas si l'exemple va être bon ou l'analogie va être bonne, mais l'humanité qui aura vu une éclipse solaire pour la première fois, ou n'importe qui même aujourd'hui, un jeune qui voit une éclipse, c'est sûr que c'est tellement fascinant comme phénomène qui arrive ou inattendu que spontanément, on veut comprendre pourquoi. C'est sûr que l'enfant dit pourquoi, mais on pourrait penser que la recherche qu'il y a eu en astrophysique pour comprendre une éclipse solaire, on peut penser que c'est de la recherche fondamentale qui sert à rien, en quelque sorte. C'est pas une recherche appliquée, c'est juste de la compréhension pour de la compréhension. Mais je pense qu'à peu près tout humain est habité par cet appel-là de vouloir comprendre les choses. Donc, c'est un peu peut-être philosophique comme discours, mais une partie quand même de ma recherche est motivée par ça, par une sorte de pulsion intérieure où je ne me questionne pas toujours à savoir pourquoi c'est important. Je le fais parce que je suis appelé à le faire, un peu naturellement. Il y a d'autres disciplines qu'on peut penser que c'est ça aussi. On peut se demander de la musique, ça sert à quoi? Pourquoi quelqu'un est appelé par devenir un guitariste? Est-ce qu'il se questionne réellement? Puis pourquoi la musique est importante? Donc, je ne sais pas si philosophiquement parlant, on a la réponse à ça, puis je ne l'ai pas nécessairement non plus pour l'aspect, disons, plus recherche fondamentale que je peux faire ou qu'on fait. Par contre, c'est plus facile de répondre pour certaines problématiques qui sont de nature plus appliquée. Et évidemment, il y a toutes sortes d'applications de nos recherches éventuellement. Ça serait pour protéger des océans, s'il y avait évidemment des déversements pétroliers. Si on comprend mieux les courants, on va être mieux apte à prévoir où va se disperser la plume de pétrole pour la récupérer. Évidemment, toute la problématique des changements climatiques, l'adaptation éventuelle, on veut bien comprendre, par exemple, l'érosion des berges, est-ce que ça s'aggrave ou non, à quel endroit, on veut que les municipalités puissent prendre des actions. Donc ça, il y a beaucoup d'aspects de recherche appliqués qui sont nécessaires et importantes réellement. Là, c'est plus facile de dire pourquoi c'est important, parce qu'il y a des exemples concrets qu'on peut donner qui peuvent affecter la vie de tous les jours. Donc, il y a un aspect où je dirais, je n'ai pas vraiment la réponse, il y a une pulsion qui m'amène à une certaine recherche fondamentale, puis d'autres projets beaucoup plus appliqués qui sont tout à fait intéressants et pertinents aussi.